Je me présente, je m'appelle Julien Pastor, je travaille pour la société Merck et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous inviter et de vous accueillir sur ce webinar qui concerne les Escherichia coli produisant des chigatoxines, un sujet d'actualité pour nos filières notamment fromage, nos filières bœuf et plus encore. Tout de suite, je vais accueillir Delphine Sergenté qui va donc nous présenter un aperçu général sur Escherichia coli, producteur de chigatoxines. Delphine, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des Escherichia coli producteurs de chigatoxine, un petit aperçu. Ces dernières années et même ces dernières semaines, hein, vous avez entendu parler des Escherichia coli producteurs de chigatoxine. Je parlerai plus largement de STEC, qui défraient la chronique, qui sont impliqués dans des cas d'épidémie alimentaire. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces STEC. Alors, je vais faire différentes parties. Je vais vous définir ce que c'est qu'un STEC, donc une petite carte d'identité des STEC. Je vais développer leur pathogénie. On s'attardera sur la définition précise d'un STEC pathogène, notamment en France. On fera un point sur la circulation et les mesures de maîtrise des STEC dans les filières, un point réglementation et on terminera par un petit point sur les méthodes de détection qui existent. Donc, je vais commencer par la carte d'identité d'un STEC ou d'un EEC. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Escherichia coli? C'est un bacille à gram négatif, aéro-anaérobie facultatif, oxydase négative. Donc, ce sont des bacilles qui mesurent 2 à 4 micromètres de long et qu'on trouve communément dans le tube digestif des animaux et des hommes, des animaux à sang chaud. La majorité de ces Escherichia coli n'est pas pathogène, mais une petite partie de ces bactéries a acquis des facteurs de virulence via des plasmides, des bactériophages, des transposons, des îlots de pathogénicité et sont responsables de différentes pathologies qu'on peut trouver chez l'homme. La diarrhée du voyageur, d'autres diarrhées. Nous, aujourd'hui, on va parler précisément des Escherichia coli producteurs de chigatoxine ou d'Escherichia coli entéro-hémorragiques. Alors, on va parler un petit peu du cycle épidémiologique des STEC et des EEC. Tout d'abord, ce sont des bactéries qui présentent une très grande diversité génomique. Elles sont très variées, très diverses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les trouve dans le tube digestif des ruminants, ovins, bovins, mais également ovins et caprins. On sait, des études ont montré que l'alimentation est la voie majeure de contamination de l'homme. Il existe d'autres voies de contamination, un contact direct avec les animaux, des contaminations environnementales, mais la voie vraiment majeure de cette contamination de l'homme, c'est l'alimentation. Quand des aliments consommés crus ou insuffisamment cuits sont consommés, que des bactéries vivantes sont ingérées. Donc, les STEC sont un problème majeur en santé publique. Chaque année, les infections à EEC causent 1 million de malades, environ 128 morts, et on a environ 13 000 années de vie ajustées en fonction de l'invalidité que engendrent ces bactéries. Voilà, donc j'en ai terminé sur la carte d'identité génétique la carte d'identité des STEC. Je vais vous parler maintenant de la pathogénie et qu'est-ce qui se passe quand on ingère des STEC. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut ingérer un aliment contaminé par des STEC. La dose infectieuse est très basse. Ces bactéries ont des facteurs de virulence qui sont des facteurs d'adhésion, qui sont codés par différents gènes, mais principalement le gène EAE. Et grâce à ces gènes, les STEC vont adhérer aux entérocytes du tube digestif, donc c'est les cellules de l'épithélium intestinal, et entraîner des lésions d'attachement. Donc, je vais essayer de... Voilà.
Ces lésions d'attachement, c'est quand la microvillosité normale, qui est ici, en fait, elle est réduite. On parle de piédestal, et vous avez votre bactérie qui adhère à cette microvillosité. Et les médecins pensent que cette nouvelle configuration des microvillosités entraîne une diminution de la surface d'échange entre la lumière intestinale et la cellule, et que ces piédestals, ces lésions, sont responsables des diarrhées qu'on observe chez les patients. Les deuxièmes facteurs de virulence qui sont importants, ce sont les toxines STX, qui sont synthétisées par la bactérie quand elles sont au niveau du tube digestif. Ces toxines, en fait, elles adhèrent à des récepteurs qu'on appelle récepteurs GB3 et pénètrent dans la cellule par différents mécanismes, je ne vais pas détailler. En tout cas, ces toxines, elles vont bloquer la synthèse protéique et entraîner la mort de la cellule. Donc, il en résulte des destructions des cellules, et ces récepteurs GB3, en fait, donc, qui attirent ces toxines, sont sur les cellules qui constituent les capillaires sanguins. Donc, on a mort cellulaire, et du coup, on a une hémorragie, donc le sang est libéré. C'est pour cela qu'on observe des diarrhées hémorragiques chez les patients. Et malheureusement, parfois, les toxines atteignent les reins et parfois le cerveau en entraînant des hémorragies dans ces organes. Donc, pour synthétiser un petit peu ce que je vous raconte, les signes cliniques qu'on observe chez les patients sont des diarrhées. La plupart sont résolus naturellement. On observe ensuite des diarrhées sanglantes qui sont principalement liées à l'action de la toxine. Là aussi, le plus souvent chez les adultes, on a une résolution de la pathologie. Et malheureusement, le plus souvent chez les enfants, on a survenue d'un syndrome hémolytique et urémique. Ou chez les enfants, parfois on a des purpura thrombotiques, thrombocytopéniques chez les adultes, mais c'est beaucoup plus rare. Les syndromes et les CHU se traduisent par une insuffisance rénale. Donc, les enfants qui développent ces CHU ont parfois des séquelles rénales à long terme. Voilà, donc j'en ai terminé pour la pathogénie. Je vais maintenant faire un petit point sur la définition des STEC pathogènes ou des EC. C'est un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord. On n'a pas tous la même définition de ce qu'est un STEC ou un EC pathogène. Alors, nous, microbiologistes, on caractérise, on classifie les Escherichia coli, les STEC, en fonction de leur antigène somatique et de leur antigène flagellaire. On parle de sérotype. Voilà, c'est quand on a caractérisé à la fois antigène somatique et flagellaire. Et on sait que le plus souvent, les sérotypes qui sont impliqués dans des cas d'infection à STEC appartiennent au sérogroupe, au 157, au 26, au 111, au 80, au 145. Qu'est-ce que c'est vraiment un STEC ou un EC? C'est un Escherichia coli avant tout. C'est un Escherichia coli qui porte le gène STX. Certaines de ces souches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, portent également le gène EAE. Je vous rappelle que le gène EAE est responsable de l'attachement des STEC aux entérocytes. Et on sait qu'il y a certains sérotypes qui sont plus impliqués dans des épidémies, dans des infections à STEC. Il s'agit des sérotypes au 157H7, au 26H11, au 103H2, au 111H8 et au 145H28. Voilà, donc ce que vous avez en jaune sur votre écran, ce sont les souches pathogènes pour l'homme. La majorité appartiennent à ces sérotypes et portent le gène EAE et STX, mais on sait qu'il y en a d'autres qui peuvent également rendre les gens malades, mais c'est une toute petite minorité. Les souches isolées dans les aliments, elles sont beaucoup plus larges. On peut isoler des souches qui portent uniquement le gène EAE, uniquement le gène STX, ou qui peuvent appartenir à ces 5 sérotypes et posséder concomitamment les gènes EAE et STX.
Voilà, la définition en France par l'ANSES de ce qu'est un STEC ou un EHEC a évolué, et évolue toujours d'ailleurs, en fonction de différents paramètres, en fonction des gènes de virulence et des marqueurs des sérotypes. Donc vous avez ça sur, voilà, sur votre colonne de gauche. Et aussi en fonction de la matrice dans laquelle elle a été isolée. Si elle a été isolée chez des patients ou chez des aliments. Donc avant, on faisait le distinguo entre des souches isolées d'aliments ou de patients, parce qu'on considérait que quand une souche avait été isolée dans un aliment, on n'était pas forcément certain qu'elle serait pathogène. Voilà, maintenant, avec les dernières études scientifiques, on sait qu'une souche, quand elle appartient aux 5 sérotypes majeurs dont je vous ai parlé et qu'elle possède concomitamment les gènes EAE et STX, on les considère comme des STEC hautement pathogènes, mais on les appelle également EHEC typiques majeurs parce qu'il y a de fortes chances qu'elles soient, on sait qu'elles sont pathogènes. Voilà, donc on a défini ce qu'était un STEC pathogène ou un EHEC. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les filières, comment ces souches circulent et puis quelles mesures peuvent être prises pour surveiller et pour détecter ces souches. Donc vous voyez ici voilà un schéma d'une filière, filière laitière, filière carnée, peu importe, avec l'élevage, la transformation, la distribution et au bout de la chaîne, le consommateur. Voilà, donc on sait, plein d'études scientifiques ont montré que les bovins, notamment, sont des porteurs sains. On sait également qu'il existe des super excréteurs, donc qui excrètent dans leurs fesses des STEC en forte quantité. Au sein des élevages, de nombreux travaux montrent que les souches STEC sont présentes, circulent et survivent assez facilement dans l'environnement. On sait également que ces souches peuvent, pas systématiques, mais peuvent contaminer les matières premières, les carcasses ou parfois le lait, et survivre dans ces matières premières, voire se multiplier dans certains produits. Voilà, il y a des travaux qui sont faits au niveau de la France et au niveau de l'Europe qui ont pour objectif d'évaluer la prévalence des STEC dans les produits alimentaires. Il s'agit des plans de surveillance et de plans de contrôle. Et grâce à ces PSPC, on a une idée de la prévalence des STEC dans la viande ou dans les fromages au lait cru. Donc ce sont des prévalences qui sont très très faibles, vous pouvez le voir, elles sont toujours inférieures à 1%, mais on a quand même une présence de ces souches dans les produits. Alors, est-ce que on a des leviers d'action? Est-ce que les filières peuvent essayer de lutter contre ces STEC? Bien sûr, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, on sait que pour l'instant, il n'existe pas de méthode pour limiter ou pour empêcher le portage des STEC. Voilà, il y a des études sur l'administration de probiotiques à des animaux, mais voilà, pour l'instant, on n'en est qu'au point qu'à l'étape des études scientifiques. Donc, il est très très important d'appliquer des bonnes pratiques d'hygiène et des bonnes pratiques d'élevage pour limiter la contamination fécale dans le lait et sur les carcasses pour maîtriser les STEC. Voilà, je vous parlerai des travaux qui sont menés au sein du Codex Alimentarius à ce sujet. Au niveau de la transformation, eh bien, il faut appliquer les bonnes pratiques d'hygiène. Les industriels sont tenus de mettre en place des plans de maîtrise sanitaire et de développer des plans HACCP. Et puis, on peut aussi s'assurer qu'on a minimisé la présence de ces STEC grâce à des analyses microbiologiques. Donc, c'est juste pour information, mais au sein du Codex Alimentarius, on est en train de travailler sur des projets de guidelines qui pourront donner aux filières viande, fromage au lait cru et végétaux, des informations sur
comment maîtriser les STEC dans ces filières. Donc ces documents sont disponibles sur le site du Codex Alimentarius. Alors il y a des documents en anglais, mais ils sont aussi traduits en français et en espagnol. Donc les travaux sont en cours, mais on a des documents intermédiaires que vous pouvez lire, qui j'espère seront intéressants pour vous. Des travaux ont également été menés dans le cadre de travaux sur une plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire avec la DGL et l'ANSES. Et un groupe de travail a bossé sur un document destiné aux filières pour surveiller les STEC hautement pathogènes en filière fabrication de fromage au lait cru. Je vous ai également mis le lien si ça vous intéresse. On aborde pas mal de sujets dans ce document. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions ou à me contacter, je pourrais vous donner des informations à ce sujet. Voilà, donc les filières, elles sont pas seules face aux problèmes STEC. Voilà, on essaie de les aider, de les soutenir pour minimiser le problème des STEC, ou pour le maîtriser en tout cas. Voilà, donc je vais faire un petit point sur la réglementation, qui n'est pas forcément évidente non plus. La réglementation en termes d'hygiène alimentaire. Donc, je vais vous parler du paquet hygiène. Je pense que vous le connaissez tous. Le paquet hygiène, ce sont des textes qui ont pour objectif d'harmoniser la réglementation en termes d'hygiène alimentaire en Europe, de la fourche à la fourchette. Voilà, donc c'est un texte à destination à la fois des professionnels et des services de contrôle. Et voilà, ces textes sont complétés par des règlements, et notamment les critères microbiologiques dont je vais vous parler. Alors le paquet hygiène, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle que le producteur est responsable de ce qu'il met sur le marché. Donc le professionnel est responsable, il a le choix des moyens, mais il a une obligation de résultat. Donc le plus souvent, voilà, il se base sur une approche HACCP. Qu'en est-il des STEC? Donc, un professionnel se doit de ne pas mettre un produit contaminé par des STEC sur le marché, même si, à ce jour, il n'existe pas de critères microbiologiques sur les STEC dans la viande hachée, les végétaux ou les fromages ou les crus. En fait, les experts qui ont travaillé sur les critères microbiologiques pense que, étant donné que la prévalence des STEC dans ces produits est très très faible, appliquer un critère n'entraînerait pas une amélioration du risque pour le consommateur. Donc on en est là pour l'instant. Depuis l'épidémie des graines germées en 2011 qui avait touché principalement l'Allemagne, il existe un critère microbiologique sur les STEC dans les graines germées et le critère est absence dans 25 grammes. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Parce que voilà, on n'a pas une homogénéité de ce qui se passe, de ce qui est fait en Europe. En France, on a un guide d'aide à la gestion des alertes qui a été publié par le ministère de l'Agriculture et qui a été révisé en 2021. Donc, je vous invite à le lire. On le trouve assez facilement sur Internet. Et en fait, ce guide indique qu'à la date de publication de ce guide, la définition des souches STEC isolées devant faire l'objet de mesures de gestion sont des Escherichia coli qui possèdent à la fois le gène EAE et STX et appartiennent aux 5 sérotypes, au 157H7, au 26H11, au 145H28, au 103H2 et au 111H8. Donc c'est ce qui se passe en France. En Europe, d'autres pays ne gèrent pas exactement le même type de STEC, le même danger. À titre d'exemple, en Angleterre, par exemple, le gouvernement gère plutôt les STEC top 7, donc il rajoute 2 sérogroupes en plus que chez nous. En Allemagne, en Autriche, en Suisse, on gère toutes les E. coli qui possèdent le gène STX uniquement. Voilà, souvent on va jusqu'à l'isolement. Voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, on ne gère pas tous le même danger en Europe.
C'est comme ça, il faut juste faire attention quand on exporte certains produits. Voilà. Je vais terminer par un point sur les méthodes. Est-ce qu'il existe des méthodes pour détecter les STEC dans les aliments? Donc, il existe une norme expérimentale qui s'appelle la TS 13136, excusez-moi, qui est basée sur des analyses PCR et qui repose sur 2 étapes, une étape de dépistage, une étape de confirmation. Dans le cadre de l'étape de dépistage, on a recours à une étape d'enrichissement qui se fait à 37 degrés pendant 18-24 heures. Donc, on recommande de faire une dilution au 10e avec une prise d'essai souvent de 25 grammes. On a ensuite une étape d'extraction d'ADN où là, la méthode nous laisse le libre choix de la méthode qu'on doit employer. Ensuite, on va rechercher par PCR les gènes EAE et STX, donc sur tout l'ADN des bactéries présentes dans le bouillon. Si les résultats sont positifs pour les gènes EAE et STX, en France, on va chercher les marqueurs antigéniques des 5 sérogroupes qu'on recherche, au 157, au 26, au 103, au 111 et au 145. Si au moins un des marqueurs est positif, on va avoir recours à une confirmation, donc en utilisant une immunoconcentration bactérienne, et puis après en caractérisant les colonies qui ont été isolées sur des géloses, en s'assurant que les colonies appartiennent bien à nos 5 sérotypes cibles et qu'elles possèdent les gènes EAE et STX. Donc là, il s'agit d'une norme expérimentale. On est en train de travailler un petit peu sur la révision de cette norme. Je pense que la norme définitive devrait sortir d'ici 2 ans. Voilà, ça arrivera bientôt. Parallèlement à cette norme, il existe des méthodes qui sont validées par tierces parties, par différentes parties, et qui sont applicables également par les laboratoires d'analyse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci bien Delphine pour cette présentation très intéressante. Alors nous avons quelques questions dans le chat. Donc la première étant donc bonjour d'Hélène. Avez-vous des données de prévalence des steaks dans la farine? Tiens donc. Alors, c'est une très bonne question. J'imagine. Pour l'instant, pas beaucoup de données de prévalence. En France, on n'en a pas. Il y a quelques travaux qui ont été faits en Allemagne et au Canada. Donc, il y a des publications qui ont été faites. Mais pour l'instant, en France, pas beaucoup de données. L'objectif, c'est maintenant d'essayer de faire des analyses pour avoir des informations sur la prévalence des STEC dans les farines, effectivement. Mais pas encore beaucoup de données. Mais ça va venir. Merci. Nous avons aussi une question de Céline. Donc, suite à la définition STEC pathogène /IEC, que faut-il garder comme vocabulaire pour parler des 5 sérogroupes avec gènes EAE et STX, E. coli STEC, E. coli IEC ou autres? Il faut garder... je peux revenir sur mon diaporama? Ouais. Je vais vous montrer. Ce sera peut-être plus simple. Il faut garder mon petit tableau jaune. Donc actuellement, ces souches qui appartiennent au top 5, donc à ces 5 sérotypes et qui possèdent à la fois le gène EAE et STX, on peut les appeler STEC hautement pathogène ou EEC typique majeur. Voilà. Donc c'est comme vous voulez. D'accord, c'est clair. Une question de Xavier. Y a-t-il des conditions d'enrichissement selon les matrices, autres que pour le fromage? En fait, actuellement, on s'est aperçu, et la norme, la TS, elle va évoluer, qu'un enrichissement à 41,5 est plutôt favorable au développement de tous les STEC, et que le fait d'être à 41,5 minimise le développement d'une flore annexe qui pourrait gêner plus qu'à 37
à 41,5 qui gêne moins l'isolement des bactéries cibles sur gélose. Donc en fait actuellement on a tendance à préférer un enrichissement à 41,5 versus 37 actuellement décrit dans la norme, parce que ça facilite l'enrichissement et l'isolement. Donc on sait que l'ATS va évoluer et qu'on aura bientôt un enrichissement à 41,5. Et pas de distinguo entre les matrices. Merci. Nous avons une question d'Anne Gaël. Donc vous avez dit que la dose infectieuse était faible. Et avez-vous une idée justement de la quantité nécessaire ? En fait, on a très très peu on n'a que des données épidémiologiques. Alors on sait que pour des salmonelles ou des listeria, il faut 10,4, 10,5 bactéries. Là, on sait que entre 5 et 50 bactéries, 5 et 50 bactéries suffisent à entraîner une pathologie chez l'homme. Donc, ça pose un problème. Pour toutes les autres bactéries pathogènes, on a une contamination, mais il faut qu'il y ait une multiplication pour entraîner un danger pour le consommateur. Pour les aztèques, la présence seule suffit à représenter un danger. Il y a beaucoup de questions, hein, donc comme quoi le sujet intéresse. Nous avons une question de Sophie. Les EAE variants sont-ils encore d'actualité ? Peut-être préciser ce que sont les EAE variants. Parce que... Les EAE variants, c'est des gènes dont la composition varie un tout petit peu et qui sont souvent associés à un sérotype. Elles sont d'actualité dans les saisines de l'ANSES. Pour la TS 1336, on n'en parle pas. Donc c'est un outil. C'est un outil qui peut nous dire, ok, si on a ce variant EAE, eh ben, on a plus de chances d'avoir que la souche appartienne à tel ou tel sérotype. Donc, c'est un outil qui peut être utile. Merci. Une question d'Olivier. Que pensez-vous d'une souche steak non typée top 7, mais ayant les gènes STX et EAE ? C'est la question piège. Alors, ce que j'en pense, c'est que théoriquement, cette souche, elle a tout ce qu'il faut pour rendre une personne malade. Si le gène STX et le gène STX2, elle a encore plus de chances. Si c'est du gène STX1, on sait que. Donc, elle a tout ce qu'il faut théoriquement, mais on sait que sur la base de données épidémiologiques, les souches qui sont le plus souvent impliquées dans des cas d'infection à STEC, ce sont les souches qui appartiennent au top 5 et qui possèdent les gènes EAE et STX. Voilà, donc on sait que la grande majorité appartiennent vraiment à ce groupe-là. C'est pour ça qu'en France, on gère ce groupe de souches. On a une question de Salman qui nous demande donc que pensez-vous des nouveaux marqueurs identifiés par l'ANSES ? Alors, je vais les citer, ESPK, ESPV, etc. A-t-on des données épidémiologiques sur ces marqueurs ? Alors, il y a des données qui ont été publiées par l'ANSES. Donc il faudra peut-être se retourner vers eux. On a pas mal de données sur les souches qui sont isolées dans les aliments, sur les souches isolées des malades, je crois qu'il y en a un petit peu. Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que ces marqueurs sont utiles, je pense qu'ils sont utiles et qu'ils peuvent être employés dans des méthodes alternatives pour détecter les STEC. Par contre, je pense qu'on ne pourra pas les employer dans une méthode officielle comme une norme, parce que la norme, la 1336, va plutôt vers un allègement et en fait, l'objectif de certains est d'enlever le maximum de marqueurs et quasiment de garder que le gène STX. Donc voilà, ça va dans des directions quasiment opposées. Donc je pense que dans une norme, ça ne pourra pas être applicable. Par contre, pour des méthodes alternatives, ça peut être intéressant. Une autre question qui est liée cette fois-ci au nouveau sérogroupe. Donc pourquoi de nouveaux sérogroupes apparaissent-ils donc ces souches sont-elles plus résistantes ? Sont-elles liées à des aliments particuliers ? Alors en fait, c'est ce que je vous disais au tout début de ma présentation. Les STEC, elles sont assez loin. Les STEC sont très
elles sont très très variables, elles ont une variabilité génétique très 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 importante, et donc c'est pas vraiment étonnant que à la faveur de certaines adaptations des souches, eh ben, il y a un sérotype qui apparaisse. Certaines sont parfois assez pathogènes, d'autres pas forcément. Et nous, on a tendance à voir surtout celles qu'on détecte dans les aliments et celles qui sont impliquées dans des cas d'infection, comme le nouveau sérotype O80H2. Voilà. Et quels sont les sérogroupes qui sont le plus associés à des cas d'infection humaine ? Les sérogroupes qui sont le plus associés aux cas d'infection humaine sont les souches qui appartiennent au top 5, en sachant qu'il y a des évolutions certaines années, et que actuellement on a, avant c'était au 157 qui était au top, maintenant c'est plus au 26, et puis on en a un petit quand même qui s'est infiltré là-dedans, c'est au 80H2, qui est responsable, c'est le second sérogroupe le plus responsable de cas de CHU en France. D'accord. Écoute, merci. J'avance pour. On a passé en revue à peu près toutes les questions qui ont été posées. Je vais vous inviter à compléter l'enquête, donc qui va être postée très bientôt par Julien dans la box, dans la chat box. Et merci encore Delphine pour cette présentation.